pas des machines, hein, voilà, et des fois on lutte face à des machines qui, même s'ils ont un coup de bambou, ça passera, ils auront un petit truc dans la gourde qui les fera repartir, on ne sait pas comment. On réceptionne tous les échantillons, on les enregistre et ensuite on les donne pour analyse. C'est un colis de 4 prélèvements urinaires. Donc là par exemple, il s'agit d'un contrôle en hockey sur glace, c'est un entraînement. Le jeu aujourd'hui, c'est de montrer qu'on lutte contre le dopage, mais il faut attraper personne. C'est ça le jeu. Qu'il puisse y avoir la possibilité d'aller contrôler dans un contexte bien particulier un sportif de nuit, c'est indispensable. À part les terroristes, personne ne peut être interpellé ou venir être contrôlé la nuit. Entre les terroristes et les sportifs, il y a quand même une marge. Il s'agit d'un produit dopant, de la testostérone, qui a été en fait placé à l'intérieur de sachets de préservatifs. On est sur des ratios qui sont équivalents, voire supérieurs au trafic de stupéfiants. On n'abandonne pas bien évidemment le dopage dans le sport de haut niveau, mais on a clairement un enjeu de santé publique dans le dopage de masse. Johan Diniz est l'un des sportifs les plus contrôlés au monde. Inscrit dans le groupe cible de la Fédération internationale d'athlétisme, le marcheur doit indiquer sur le logiciel Adams, chaque jour de l'année, un créneau horaire avec un lieu précis où il peut être contrôlé de manière inopinée. L'après-midi entre 16h et 19h, soit ils m'attendent après au domicile, parce qu'ils savent qu'entre 16 et 19 je suis à l'entraînement, ou ils vont sur le lieu d'entraînement. Donc là par exemple j'ai mis karting à Bussy-le-Long, c'est là que je vais m'entraîner. On est déjà venu taper à 6h souvent parce que je donnais cet horaire-là. Le jour de mon mariage, on est venu taper le jour de mon mariage, le matin de la préparation de mon mariage. Donc c'était en 2007, je me souviens. C'est comme ça, quoi. Ça fait partie de nos contraintes, on va dire, d'athlètes de haut niveau. 3 manquements à cette obligation et c'est la sanction. L'athlète encourt jusqu'à 2 ans de suspension. C'est plus les sports individuels qui sont dans cette contrainte, on va dire, que les sports collectifs, quoi. Où en plus, eux derrière, on va leur mâcher tout le travail, quoi, parce qu'il y a tout le staff. Nous, on est vraiment un peu, je veux dire, livrés à nous-mêmes et des fois, c'est vraiment une grosse prise en main. Cette obligation de localisation a été instaurée il y a 10 ans par l'Agence mondiale antidopage. Depuis, des dizaines de sportifs français ont été suspendus pour ces no-shows, essentiellement dans les sports individuels. Le logiciel Adams est un véritable casse-tête pour certains athlètes. Il y a 8 mois, le judoka Loïc Corval, champion d'Europe des moins de 66 kg, a été suspendu 10 mois pour 3 manquements à ses obligations de localisation. Pour une erreur administrative, ils ont essayé de me mettre 2 ans de suspension. Je ne sais pas si le public peut se rendre compte, parce que c'est 2 ans de suspension dans une carrière d'athlète. Ça peut équivaloir à une fin de carrière. Ça m'a traumatisé cette expérience. Aujourd'hui, j'ai 5 alarmes sur mon téléphone, 5 fois dans la journée pour me penser à me localiser. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, mais je suis emprisonné dehors. Voilà, pour moi, c'est une prison dehors. Les sportifs du groupe cible peuvent subir jusqu'à 15 contrôles chaque année. La volonté des autorités est de multiplier les tests en dehors des périodes de compétition, là où les risques de dopage sont les plus importants. Car les résultats sont aujourd'hui insuffisants. Le ratio de sportifs positifs à des substances prohibées est chaque année inférieur à 2%. Au laboratoire de Châtenay-Malabry, plus de 11 000 tests sont pratiqués chaque année. Les données recueillies par les chercheurs sont intégrées dans le passeport biologique de l'athlète. Cet appareil d'analyse permet l'analyse du profil stéroïdien en plus de certains anabolisants, stéroïdes anabolisants. Donc on recherche la testostérone, l'épitestostérone. Ça fait partie de son passeport biologique. Ces analyses détectent les variations douteuses dans le profil physiologique des sportifs et permettent ainsi aux préleveurs de l'Agence française de lutte contre le dopage de cibler les sportifs suspects. Le nouveau code mondial est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Parmi les mesures phares, la possibilité pour les préleveurs d'effectuer des contrôles inopinés la nuit au domicile des sportifs. Une arme de plus pour les autorités dans leur course-poursuite permanente contre les tricheurs. Ces contrôles de nuit permettront justement de détecter ces microdoses que les
sportifs peuvent se faire juste après le contrôle antidopage en fin de journée. C'est vrai que si on fait une microdose à 6h du soir après le contrôle antidopage, le lendemain, 6h du matin, ça va faire juste pour pouvoir la détecter s'il y a un contrôle antidopage à 6h du matin. Valérie Fournéron préside depuis 1 an le comité santé, médicale et recherche de l'Agence mondiale antidopage. L'ancienne ministre des Sports a tout mis en œuvre pour que ces contrôles de nuit puissent être applicables au droit français. Quand on a un faisceau d'arguments, quand on a des suspicions qui sont extrêmement fortes, quand on voit se développer des témoignages, etc., qu'il puisse y avoir la possibilité d'aller contrôler dans un contexte bien particulier un sportif de nuit, c'est indispensable. Parce que sinon, vous avez un véritable trou dans la raquette. Vous savez que se multiplient d'éventuelles utilisations de microdoses. Les sportifs, mais vraiment, sont de véritables cobayes dans ces circonstances. Et donc, il faut qu'on puisse aller contrôler ces sportifs. Malgré ces avancées et la multiplication des contrôles, existe-t-il une réelle volonté d'éradiquer le dopage dans le sport? Certains en doutent. Depuis 50 ans et la première loi française anti-stimulant, des produits dopants largement répandus chez les athlètes continuent d'être indétectables. Simple exemple, le synactène, qui est un produit qui stimule la glande surrénale, et à ce moment-là, votre corps va produire plus de corticoïdes, plus d'androgènes, de stéroïdes anabolisants. Et ce produit, synactène, est sur le marché, en tout cas français, depuis 1968. Tout de suite, il s'est retrouvé dans la pharmacie des sportifs. On est en 2015, on attend toujours le premier cas positif, alors que dans toutes les descentes de police, les perquisitions, on trouve le synactène. Voilà. Donc est-ce que vous voulez lutter contre le dopage? Depuis l'affaire Festina en 1998, plusieurs gros scandales liés au dopage ont éclaté. Leur point commun, aucune de ces affaires n'est le résultat de contrôles positifs effectués par les agences antidopage. Elles sont la conséquence d'enquêtes policières, fiscales, douanières ou médiatiques. Les scandales de dopage qui ont secoué récemment l'athlétisme témoignent d'un mal omniprésent, des athlètes jusqu'aux plus hautes instances. La mise en examen pour corruption de Lamine Diack, ancien patron de l'athlétisme mondial, a jeté un nouveau discrédit sur la lutte antidopage menée par les fédérations internationales. La raison majeure pourquoi ça ne change pas, c'est que c'est le milieu du sport qui doit s'autoflageller, puisque c'est lui qui a la charge de la lutte antidopage. Il n'y a aucun système au monde où ça marche comme ça. Est-ce que vous connaissez un patron également délégué syndical? Non. Est-ce que vous connaissez un jury d'assises où c'est la propre famille du prévenu qui le juge? Non. Eh bien dans le sport, depuis 40 ans c'est comme ça, 50 ans. La lutte contre le dopage, elle s'essouffle à partir du moment où il n'y a plus de volonté politique. Voilà, je vais parler un peu cru, mais volonté politique, ça veut dire, par exemple, quels moyens on met au laboratoire de Châtenay-Malabry, quels moyens on donne à l'agence pour faire un nombre de contrôles plus important qu'elle ne peut les faire aujourd'hui. C'est cela. Donc, c'est un ministre qui, au moment du débat budgétaire, va se battre comme un bulldog face à Bercy pour obtenir les moyens pour son budget. Chaque année depuis 3 ans, les subventions de l'État pour l'Agence française de lutte contre le dopage diminuent. Y a-t-il une lassitude, voire un désengagement politique dans la lutte contre le dopage en France? Quand il faut retranscrire le Code mondial antidopage, la France est là, sur les textes, et on suit les prérogatives de cette Agence mondiale antidopage. Quand le président Genevois nous dit telle chose ou faites telle action au niveau de l'Agence française de lutte contre le dopage, on est là. Quand il faut les moyens, on est là. Nous souhaitons que la subvention inscrite dans la loi de finances nous soit versée intégralement et qu'elle ne soit pas amputée, comme ça a été le cas au cours des 3 dernières années, d'une diminution de l'ordre de 7 à 10%. Ça, nous ne pouvons pas décemment avoir une politique très active si on nous rogne de cette façon nos moyens d'action. Face à ces moyens limités, l'AFLD a diminué l'an passé le nombre de ses contrôles, mais a multiplié par 2 ceux des 350 sportifs de son groupe cible. Loïc Corval en fait partie. Après sa suspension pour 3 no-shows en mars dernier, le judoka avait fait appel.
et avait dénoncé avec son avocat des vices de procédure récurrents concernant les préleveurs agréés par la FLD. J'ai eu l'occasion dans plusieurs dossiers de constater les manquements de la FLD à sa propre réglementation, des manquements administratifs avec des dossiers notamment concernant les préleveurs qui officient à la FLD qui sont des dossiers incomplets, de sorte qu'aujourd'hui, pour les dossiers des préleveurs que j'ai pu revoir, pas un de ces dossiers n'est complet et donc pas un des préleveurs qui a officié dans les dossiers dans lesquels je suis intervenu n'aurait dû être assermenté et obtenir l'agrément de la FLD. C'est de bonne guerre de la part d'un avocat, mais ça trouve sa limite. Si vous voulez, s'il y a eu un prélèvement d'échantillons urinaires ou sanguins, si ça débouche sur un rapport d'analyse anormal, il suffit d'établir que ce prélèvement est légalement intervenu par un préleveur agréé et assermenté pour que ça emporte la conviction de la juridiction en cas de contentieux. Un conflit juridique qui sera tranché par le Conseil d'État le 19 novembre prochain. Une décision favorable au judoka, et c'est toute la lutte antidopage en France qui pourrait vaciller pour des vices de procédure répétés. L'agence française, qui voit se multiplier les recours devant ses commissions, ferait actuellement le nécessaire pour régulariser la situation de ses préleveurs, notamment depuis la nomination cet été de son nouveau directeur des contrôles, l'ancien journaliste de l'équipe Damien Ressiot, référence internationale en matière de dopage, qui avait mis à jour le scandale Lance Armstrong en 2005. La situation du laboratoire de Châtenay-Malabry, sans directeur depuis 10 mois, s'est enfin réglée il y a quelques jours avec la nomination du professeur de pharmacologie Antoine Coquerel. Au sein du CHU de Saint-Étienne, une antenne médicale de prévention du dopage veille aux pratiques à risque des sportifs. Elle est dirigée par le docteur Roger Ollion. Très bien. Essaye de relever un tout petit peu ta tête. Depuis plus de 10 ans, il reçoit des sportifs suspendus pour dopage ou suspectés de pratiques illicites et leur propose un suivi longitudinal. Un sportif de haut niveau, quel que soit le moment de sa vie de sportif, à un moment donné, de toute façon, il aura quelqu'un qui viendra lui proposer des choses un peu miraculeuses pour lui dire « t'es pas dans le groupe en ce moment, c'est parce que tu es fatigué, mais tu verras, prends ça et ça ira mieux ». On va faire des missions effectivement d'information dans les collèges, dans les lycées, bien sûr, dans les sections sportives scolaires, dans les pôles, Pôle Espoir, Pôle France, dans les centres de formation des clubs pro, etc., dans les clubs, pour ceux qui nous le demandent, pour effectivement essayer d'apporter cette alternative à la prise unique de produits. La facilité d'accès à toutes sortes de produits a fait évoluer les pratiques dopantes ces dernières années et multiplier les tentations chez des athlètes tentés d'améliorer facilement leur performance. Quentin Bigot en a fait l'amère expérience. Aujourd'hui conducteur de train, cet ancien champion d'Europe junior du lancer de marteau a été contrôlé positif l'an dernier à des stéroïdes anabolisants après avoir commandé des substances interdites sur des sites étrangers. Y accéder, c'est très facile, trop facile justement. Trop facile. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des athlètes qui se font piéger aujourd'hui par ce jeu-là, quoi. C'est que c'est facile et que ça coûte pas forcément très cher et qu'on peut en trouver un peu partout, à tous les coins de rue, je dirais presque. Et c'est ce qui est malheureux, quoi. Il suffit d'aller sur Internet, de taper le nom d'un produit ou taper le nom d'une molécule ou peu importe. Même taper dopage, on peut tomber sur des choses. Donc c'est ce qui est un peu grave, quoi. C'est qu'aujourd'hui, il y a des vendeurs sous le manteau qui revendent ça pour pas trop cher. Et le gros souci aussi, c'est qu'on ne sait pas d'où que ça vient ou que ça a été fabriqué. C'est tout ça que j'ai pris conscience, moi aussi, après ce contrôle-là. C'est des choses qui me traversent encore l'esprit aujourd'hui. Comme Quentin Bigot, des sportifs de haut niveau peuvent être tentés par l'achat de produits dopants sur Internet. Mais la pratique se répand dangereusement dans le milieu amateur et devient un enjeu de santé publique. Ici, un produit donc, où le packaging est en chinois. L'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique démantèle depuis 6 ans des dizaines de trafics de produits dopants. Des trafics alimentés par des réseaux organisés. Le plus souvent, les produits sont achetés sur Internet. Les sites offrant des anabolisants se multiplient. Les doses viennent en majorité d'Asie, notamment de Chine.
et transite le plus souvent par les pays d'Europe de l'Est. L'offre numérique a dopé les tentations. Sur les sites déjà purement francophones, on peut partir sur des milliers de sites. Si vous rajoutez à cela des sites où vous pouvez en fait, donc des sites, je dirais, anglophones, des sites chinois ou des sites russes, vous multipliez peut-être par, je dirais, par 100 la quantité de sites disponibles sur Internet. Vous décidez demain de vous lancer un défi et de prendre de l'EPO. Il ne suffit plus maintenant, comme à l'époque d'il y a 20 ans, d'avoir des médecins qui vont traficoter pour vous permettre tout cela. Il suffit simplement d'aller sur Internet et d'avoir un site qui n'a pas pu faire l'objet d'un contrôle. Et il y en a tous les jours, avec des systèmes très perfectionnés. Allez à l'OCLAEPS, c'est extrêmement intéressant. C'est très dur à mener cette lutte. Et demain, vous allez avoir vos fioles d'EPO qui vont arriver chez vous, sans aucun contrôle, sans rien. C'est ça, cette lutte aujourd'hui. La question du dopage de masse a fait l'objet il y a 2 ans d'un rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la lutte antidopage en France. On a identifié comme lieu de trafic, comme lieu d'approvisionnement, un certain nombre d'espaces consacrés à la musculation. Des salles de musculation avec des objectifs de culturisme, de bodybuilding, de préparation physique, de mise en condition physique, etc. Or, aujourd'hui, il est très difficile, voire impossible, d'intervenir dans ce type de lieux privés parce que ces pratiquants-là ne sont pas identifiés comme étant des sportifs. Or, nous avons eu beaucoup de témoignages comme quoi, effectivement, c'était des centres névralgiques de la distribution de produits dopants dans notre pays. Près de 10 000 établissements spécialisés dans le fitness et la musculation sont recensés en France. Ils seraient fréquentés par 5 à 6 millions de personnes. Alexandre Piel est un champion de culturisme. En 20 ans, il s'est bâti un corps de gladiateur au gré de régimes drastiques, d'entraînement et de compléments alimentaires qu'il consomme quotidiennement. Élu Mister Univers l'an dernier, ce quadragénaire a pourtant franchi le pas il y a 2 ans en commandant des produits interdits sur Internet. Il sera interpellé quelques mois plus tard par les gendarmes de l'OCLAESP. C'est toujours impressionnant, on a l'impression qu'on est un meurtrier. Une dizaine chez moi, je suis seul, avec ma femme et les enfants. C'est vrai que ça touche vachement parce que nous, on croit qu'on est un criminel. Dans la salle d'entraînement près de Rouen qu'il fréquente tous les jours, il tente désormais de prévenir les risques. C'est un truc de dextrose, ça. C'est un truc pour prendre de la masse ? C'est une... C'est pas de la whey, quoi. Non. Non, ça m'intéresse pas. Non, ça c'est... En fin de compte, c'est comme un gainer, ça. Ah, c'est exactement Ouais. Ok. Mais en 20 ans, il a vu le dopage se banaliser chez les jeunes. Maintenant, les jeunes, ils arrivent, on veut être les meilleurs, c'est plutôt plus pour la plage. C'est même pas pour le goût de la compétition, c'est vraiment pour la plage, c'est pour flamber, on va dire. C'est encore autre chose. Il y en a qui sont sérieux. C'est vrai qu'ils viennent me voir pour me poser des questions, me demander des conseils. Il y en a qui écoutent, bon, il y en a d'autres, ils n'écoutent pas. Stéroïdes anabolisants, hormones de croissance, brûleurs de graisse. Pour des questions d'image de soi, certains sportifs amateurs jouent dangereusement avec leur santé. Ça entraîne des cancers, ça entraîne des amputations par artérite, c'est-à-dire que les artères se bougent, ça entraîne des problèmes cardiovasculaires, ça entraîne et quelque chose aussi d'étonnant, c'est la rage des stéroïdes. Sous l'imprégnation, la consommation de stéroïdes anabolisants, eh bien les gens vont devenir hyper agressifs, hyper violents. Malgré les dangers, la consommation de ces produits explose. Pour duper douaniers et gendarmes, les revendeurs utilisent des méthodes autrefois réservées au trafic de stupéfiants. Pourtant, la vente de produits dopants est passible de 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ce produit-là, vous pouviez avoir jusqu'à 20 fois de marge par rapport au prix initial. On est sur des ratios qui sont équivalents, voire supérieurs au trafic de stupéfiants. On n'abandonne pas, bien évidemment, le dopage dans le sport de haut niveau, mais on a clairement un enjeu de santé publique dans le dopage de masse. Selon nos informations, une réunion confidentielle s'est tenue place Beauvau le 30 octobre dernier entre des hauts fonctionnaires français et chinois. Le ministère de l'Intérieur souhaiterait mettre en place entre les deux pays une coopération policière sur les produits interdits. Le dopage existe partout et les tentations sont de plus en plus fortes. Cette lutte n'est-elle pas perdue d'avance ? Tout est-il réellement mis en œuvre par les autorités, du moins dans le sport de haut niveau ?
Rien, aujourd'hui, n'encourage à un optimisme effréné.